Dans la phase de devenir adulte, il est extrêmement important d'avoir un soutien fiable de personnes proches, car les premiers pas dans la vie adulte sont souvent associés à de nombreux défis. Les aînés ont déjà parcouru ce chemin et peuvent partager des expériences précieuses. Lorsque les jeunes essaient de surmonter tous les obstacles seuls, la probabilité de commettre une erreur irréparable augmente. Les conséquences de telles décisions s'avèrent parfois disproportionnellement lourdes et privent la personne d'opportunités et de perspectives. Cassidy Goodson est née en l'an 1997. L'enfance de Cassidy s'est déroulée dans une atmosphère de soins et d'attention, dans un quartier confortable de la petite ville de Lakeland en Floride, où vivaient environ 100 000 habitants. Les personnes autour d'elle la décrivaient comme une jeune femme prometteuse et communicative, qui montrait d'excellents résultats en softball. Les parents consacraient beaucoup de temps au travail pour le bien-être de la famille et plaçaient les intérêts des enfants au premier plan. Cassidy avait un frère et une sœur avec lesquels elle entretenait des relations chaleureuses et de confiance. Durant l'adolescence, l'étudiante n'est entrée en conflit ni avec ses parents, ni avec les représentants de la loi, évitait les habitudes nocives et les substances interdites, pratiquait activement le sport et montrait des performances scolaires impressionnantes. Cassidy aidait sa mère dans les tâches ménagères et assistait chaque semaine au service religieux, le dimanche, avec la famille. Tous les connaissances de l'héroïne de cette histoire étaient convaincus de ses brillantes perspectives. Elle était enthousiaste à l'apprentissage et forgeait des plans de carrière. La fondation de sa propre famille faisait également partie de ses projets de vie, mais pour un moment ultérieur, lorsque la stabilité financière serait atteinte. Cependant, au printemps 2012, la vie de l'adolescente de 14 ans a fondamentalement changé. Le frère et la sœur ont remarqué un comportement inhabituel chez Cassidy, qui était atypique pour elle. En premier lieu, une prise de poids est devenue perceptible. Toutefois, la mère a attribué ces changements aux processus hormonaux naturels de l'adolescence. La jeune femme a également reconsidéré sa garde-robe. Il semblait que Cassidy avait de sérieux complexes en raison des changements qui lui arrivaient. C'est pourquoi elle a commencé à porter des vêtements amples qui cachaient sa silhouette. Dans ce contexte, certains ont commencé à soupçonner qu'elle attendait peut-être un enfant. De telles conversations se sont rapidement répandues à l'école. Cassidy évitait même de se changer avec d'autres étudiantes avant le cours d'éducation physique. Malgré les rumeurs circulantes, la jeune femme n'a pas confié son secret même aux personnes les plus proches, sa sœur et ses meilleurs amis. À la maison, Cassidy s'enveloppait constamment dans une couverture. Autrefois sociable et souriante, Cassidy passait maintenant la plupart de son temps dans sa chambre, communiquait à peine avec qui que ce soit, avait cessé d'aller à l'église et évitait les regards familiers. Cassidy ne quittait la maison que lorsqu'elle était sûre que personne ne la verrait. Bien sûr, tant la sœur que la mère remarquèrent les étranges changements dans le comportement de la fille. La femme essaya même de discuter de l'état possible, car des rumeurs lui étaient apparvenues par sa deuxième fille. Cassidy nia catégoriquement les suppositions. La mère insista sur un examen pour dissiper tous les doutes. Mais au fond d'elle-même, elle ne croyait pas que sa fille puisse cacher une telle chose. La femme acheta plusieurs tests, et Cassidy accepta de les passer. La mère avait tellement confiance en sa fille qu'elle n'était pas présente lors de l'examen. Pour Cassidy, c'était l'occasion parfaite. La jeune fille trompa tout le monde avec facilité. Elle confirma qu'elle n'était pas enceinte. La crédulité de la mère s'avéra fatale. La femme eut une conversation avec sa fille, mais Cassidy expliqua qu'elle n'avait pas besoin de conférences sur la contraception, car elle n'avait pas de relations étroites et ne fréquentait pas de jeunes hommes. La mère la crut à nouveau. Elle lavait les vêtements de sa fille chaque semaine et était sûre de surveiller son cycle féminin. À peu près au même moment,
Même le père commença à remarquer le comportement inhabituel de Cassidy. Un jour, en remarquant comment elle se promenait dans la maison enveloppée dans une couverture, des soupçons logiques lui vinrent. L'homme essaya de parler, comme d'autres membres de la famille, mais la fille rejeta toutes les questions et tous les doutes de la même manière. Le frère et la sœur nourrissaient également des soupçons. La sœur posa cette question à Cassidy de nombreuses fois, surtout après les rumeurs qui s'étaient répandues à l'école. Elle doutait de l'honnêteté du test et partagea plusieurs fois ses inquiétudes avec la famille. L'information atteignit les grands-parents, mais ils ne réussirent pas non plus à obtenir la vérité de leur petite fille. Cassidy continua à leur assurer qu'elle avait simplement pris du poids à cause de la puberté et qu'elle en avait maintenant très honte. Encore une fois, on l'a cru. Au milieu de l'été, il devint impossible de cacher les changements même sous des vêtements amples. Elle enlevait à peine la couverture pendant des jours, mais continuait d'insister sur sa version. Cassidy s'est éloignée de sa famille, a évité les questions et a parfois même fait preuve de grossièreté. Après avoir reconnu la futilité de leur tentative d'établir un contact avec leur fille, les parents ont finalement accepté. Ils ont continué à vivre comme avant, sans soupçonner les conséquences imminentes. Bien sûr, il était impossible de cacher une telle chose longtemps, car un moment spécial approchait, et tout cela a conduit à des événements irréparables. Le 19 septembre 2012, la mère de Cassidy est entrée dans la salle de bain après que sa fille y ait passé un temps considérable. La femme a remarqué des traces sur les toilettes et près de la maison. La mère, inquiète, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipitée dans la chambre de sa fille. Là, elle a vu l'étudiante qui semblait épuisée. La jeune fille était anormalement pâle et semblait malade, mais refusait toujours d'expliquer ce qui se passait. Cassidy a essayé de faire comme si tout allait bien, mais après ce qu'elle avait vu dans la salle de bain, la mère ne voulait pas abandonner. La femme a pris sa fille et s'est immédiatement rendue à l'hôpital. Aux urgences, la mère a indiqué que la fille pourrait avoir un sous-développement. Elle a demandé qu'on examine sa fille et qu'on clarifie la situation. Au médecin, l'étudiante a finalement avoué. Après l'examen, il était inutile de nier l'évidence et la jeune fille a confirmé ce qui s'était passé. Personne n'avait une idée des délais réels, donc la mère a de nouveau cru à l'histoire de Cassidy. Selon la version de la jeune fille, elle avait eu un incident imprévu lorsqu'elle était dans la salle de bain et elle n'avait même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Cassidy aurait accidentellement actionné la chasse d'eau et seulement après compris ce qui était arrivé. Par peur, elle a décidé de garder le silence à ce sujet. Si la mère n'avait pas remarqué les traces, personne ne sait comment les événements se seraient développés. Cependant, il n'y avait pas de raison de soupçon. La jeune fille a reçu l'aide médicale nécessaire, les blessures ont été soignées et elle a été renvoyée chez elle pour se rétablir. La mère est rentrée avec Cassidy. Toutes deux ont essayé de ne pas parler de ce qui s'était passé. La femme a soutenu sa fille à tous égards dans cette période difficile. Le 22 septembre 2012, la mère remarqua une étrange odeur désagréable qui venait de la chambre de sa fille. Cassidy n'était pas à la maison, alors la femme décida de faire du rangement, supposant que sa fille avait simplement oublié de jeter des aliments avariés. Naturellement, elle s'intéressait à la source de cette odeur. Elle voulait s'en débarrasser, sans se douter de ce à quoi elle serait réellement confrontée. Dans le coin de la chambre se trouvait un conteneur de vêtements non lavés que la mère commença à trier. Il devint immédiatement évident. L'odeur désagréable venait exactement de là. En fouillant le contenu, la femme découvrit au fond une boîte à chaussures contenant un sac en plastique. En l'ouvrant, la mère de 42 ans trouva la source de l'odeur. Vers 19h30, le même jour,
la femme bouleversée contacta les forces de l'ordre et les informa de l'incident. Le même soir, des représentants des autorités arrivèrent au domicile de la famille Hudson et emmenèrent l'écolière de 14 ans pour un entretien. Cassidy avoua presque sans hésitation qu'elle avait caché la naissance d'un enfant à tout le monde. Selon la jeune femme, ce jour fatidique, sa poche des os s'était rompue, mais elle l'avait caché avec succès en ramassant les draps humides et en allant dans la salle de bain. Là, elle simula une douche pour masquer d'autres bruits. Elle serra une serviette entre ses dents pour supporter l'inconfort et faire moins de bruit. Cassidy s'assit sur les toilettes et utilisa des ciseaux. Après avoir terminé le processus, elle essuya toutes les traces dans la salle de bain avec la serviette. Dans les bras épuisés de la jeune mère se trouvait un nourrisson qui, comme elle le sentait, respirait. La jeune femme craignait la découverte et opta donc pour l'irréversible. Étonnamment, l'écolière réussit à faire tout cela rapidement et sans être remarquée par les autres membres de la famille, bien qu'ils fussent à la maison. Les enquêteurs tentèrent de déterminer la qualification de l'incident et s'intéressèrent donc aux détails. La jeune femme ne se cacha pas et accepta de fournir des informations complètes et de reconstituer les événements. Tout le processus fut enregistré sur vidéo. On lui donna une poupée en forme de Père Noël sur laquelle Cassidy démontra ses actions. Après la naissance du garçon, il n'ouvrit pas les yeux, mais la jeune femme reconnut que le petit respirait. Prise de panique, elle eut recours à la violence. Selon la déclaration de la jeune personne, elle croyait que l'enfant ne survivrait pas. L'irréversible se produisit alors que le petit était encore relié à la mère. L'écolière ne se débarrassa pas de la boîte, car elle ne savait tout simplement pas comment et où le faire correctement. Seul un examen médical pourrait confirmer ou réfuter les déclarations. L'examen médical a révélé que le nouveau-né était né complètement développé et en bonne santé, avec un poids d'environ 4 kg, ce qui était remarquable étant donné que Cassidy elle-même ne pesait qu'un peu plus de 40. Ce fait contredisait ses affirmations concernant une naissance prématurée. Avec l'aide appropriée, l'enfant aurait eu toutes les chances d'une vie normale. L'enquête a montré que la cause de l'extinction des fonctions vitales du nourrisson était le blocage de l'apport d'oxygène. Les enquêteurs se sont demandé pourquoi Cassidy avait laissé le bébé dans sa chambre et n'avait apparemment même pas prévu de cacher les traces, bien qu'il y ait eu une forte odeur désagréable dans la pièce qui a finalement attiré l'attention. Les psychologues ont suggéré que c'était la manifestation de son sentiment de culpabilité inconscient. Peut-être que la jeune mère voulait même inconsciemment être découverte pour assumer la responsabilité de son acte. Il est à noter que Cassidy est restée silencieuse et inflexible, refusant de révéler l'identité du père de l'enfant. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que cette situation puisse être le résultat d'un traitement inapproprié de la mineure. Cassidy a insisté sur le fait qu'elle avait essayé de cacher son état à sa famille par peur d'une détérioration des relations avec ses parents. Elle craignait de les décevoir et connaissait leur désapprobation probable. Cassidy ne voulait pas que d'autres apprennent son état, donc elle avait initialement prévu de garder secrètes les traces de la grossesse, ce qui indiquait une planification préalable. Après toutes ces enquêtes, l'étudiante a été placée en détention et emmenée dans un établissement spécial pour délinquants juvéniles du district. Après examen des circonstances de l'affaire, elle a été accusée d'actes intentionnels ayant conduit à une issue fatale. En outre, la question d'une accusation de traitement extrêmement inapproprié d'un enfant dans des circonstances aggravantes, également de la catégorie la plus élevée, a été discutée. Les représentants des forces de l'ordre ont estimé que la gravité de son acte était une raison suffisante pour traiter l'affaire comme si l'auteur avait atteint l'âge adulte. Les proches s'efforcèrent d'adoucir le jugement du tribunal en la décrivant comme une jeune femme raisonnable qui n'avait jamais montré d'agression. Les parents affirmèrent que Cassidy
n'avait tout simplement pas atteint le niveau de maturité nécessaire pour comprendre la gravité de ses actes. Dans le droit pénal des adultes en Floride, la peine maximale pour un délit de première catégorie est la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée ou la peine maximale. Cependant, l'âge de Cassidy excluait cette dernière option. Peu avant ces événements, la Cour suprême des États-Unis avait émis une ordonnance reconnaissant comme inconstitutionnel l'emprisonnement à vie obligatoire, sans libération conditionnelle, pour les mineurs. Le jeune avocat a dû faire face non seulement au système d'évaluation psychiatrique, mais aussi aux habitants indignés de la ville qui avaient appris les détails de l'incident et réclamaient la punition la plus sévère. La famille a trouvé un avocat expérimenté qui a réussi à négocier un plaidoyer de culpabilité. Les audiences se sont déroulées dans une atmosphère extrêmement émotionnelle. La famille Goodson soutenait la jeune femme. Tous pleuraient et comprenaient que ce qui s'était passé pourrait briser de nombreux destins. La mère de l'accusé a été interrogée avant le début du procès. La femme a nié avoir été au courant de l'état de sa fille. Elle a expliqué en détail qu'au début, elle avait soupçonné une grossesse, mais avait cru aux tests négatifs. La mère supposait que sa fille prenait simplement du poids en raison des changements hormonaux de la puberté. Elle a insisté sur le fait que si elle avait su la situation de Cassidy, elle n'aurait jamais permis une telle issue. Elle aurait soutenu sa fille et aidé à l'arrivée de l'enfant. En fin de compte, personne de l'entourage de Cassidy n'a été tenu responsable. Sur la vidéo d'interrogatoire montrée aux jurés, la principale accusée a démontré comment elle avait traité son fils nouveau-né. En réalisant que l'enfant était en bonne santé, elle a tenté d'éviter le problème. Selon sa perception, cela a duré environ 1 minute. En annonçant la décision, le juge a souligné que la jeune femme n'avait pas eu de problème antérieur avec la loi. La probabilité qu'elle représente un danger pour la société était considérée comme minime. Cassidy Goodson, selon lui, n'était tout simplement pas assez mûr pour la responsabilité parentale. Cependant, le tribunal l'a jugé assez âgé pour payer pour son action irréfléchie. Lors du prononcé de la sentence, le juge a exprimé l'espoir que Cassidy ne comparaîtrait pas à nouveau devant le tribunal pour un autre délit. Procureurs et défenseurs étaient d'accord. La jeune femme mérite une seconde chance. La commission judiciaire a décidé de l'envoyer au programme spécialisé de l'Académie Hillsborough pour jeunes femmes. Lorsque Cassidy a quitté la salle d'audience, elle s'est essuyé les yeux avec la manche de son uniforme d'institution. Dans quelques mois, elle devrait comparaître à nouveau devant le tribunal pour décider de son futur parcours. La sentence était de 18 mois d'emprisonnement. Le juge a expressément souligné: si Cassidy franchissait à nouveau les limites de la loi, elle n'aurait pas une seconde chance de réhabilitation. Après sa libération, elle serait sous observation constante avec l'obligation de respecter les règles prescrites. À la moindre infraction, Cassidy risquerait un retour en établissement pénitentiaire pour déjà 15 ans, selon les normes adultes. Une ligne d'enquête distincte concernait la question de la paternité de l'enfant. Les enquêteurs ont établi la filiation biologique. Il s'est avéré que le père était un autre mineur qui ne savait même pas de la grossesse. Il s'était déjà séparé de Cassidy. Le nom du jeune homme n'a pas été délibérément révélé afin de protéger l'innocent du tumulte de cette affaire sensationnelle et des conséquences négatives possibles. La controverse publique commençait tout juste à prendre de l'ampleur. L'histoire a ébranlé tout le pays. L'incident a été couvert par tous les médias locaux et fédéraux. Il semblait que chaque citoyen voulait exprimer son opinion. Le défenseur a habilement tiré parti de cela en se référant à des études de spécialistes réputés dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. En particulier, un travail scientifique a analysé en détail de nombreux cas similaires à la situation de Cassidy Goodson. Le chercheur a révélé une tendance.
les femmes adolescentes craignent le plus la révélation du fait d'une grossesse devant la mère. Il est à noter que la plupart de ces incidents sont commis par des femmes non mariées qui craignent la désapprobation parentale. Cependant, tous n'étaient pas d'accord avec cette théorie. D'autres études d'experts ont montré que les pères font preuve de la plus grande inflexibilité dans de telles questions. Dans tous les cas, cela a soulevé la question délicate du rôle de la famille Goodson et de son influence indirecte sur ce qui s'est passé avec le petit. Souvent, les jeunes femmes perdent la capacité d'être ouvertes avec leurs proches par crainte de nuire aux relations. Cassidy a attiré l'attention sur ce point à plusieurs reprises. Même face à des preuves irréfutables, elle a continué à insister sur sa version et à induire ouvertement tout le monde en erreur. Pour beaucoup, cet aspect est resté extrêmement douloureux, surtout à la lumière des événements récents. La communauté psychiatrique s'est divisée en camps opposés. Certains ont exprimé leur soutien à Cassidy et ont vu une implication indirecte de la famille. D'autres ont placé la responsabilité exclusivement sur la jeune femme. Tout cela a généré de nombreuses discussions, au cours desquelles les résultats de diverses études ont été analysés. Par exemple, le travail d'un expert a décrit une étude dans laquelle 7 femmes sur 9 ayant commis des actes illégaux similaires étaient les favorites de leur père ou avaient grandi sans mère. Malgré l'absence de troubles mentaux, elles remplissaient un rôle simplifié d'épouse dans la vie quotidienne. Un tel mélange des rôles a conduit à des adaptations dangereuses dans leur comportement et à une aversion à accepter l'enfant apparu. En même temps, ces femmes apprenaient avec succès, pratiquaient souvent des sports et étaient populaires à l'école. Ces caractéristiques les reliaient à Cassidy. Le mélange des rôles créait un étrange sentiment de culpabilité lors de l'approche d'une autre personne. Souvent, ces adolescentes espèrent une solution naturelle de la situation, car cela libère de la responsabilité. Les jeunes mères sont même capables de se convaincre de la non-viabilité du petit, contrairement aux signes évidents de santé. Après cela, elles se débarrassent tranquillement du problème et continuent à vivre sans souci. La situation est aggravée par l'isolement des proches, qui a également été observé chez Cassidy. En refusant de discuter des problèmes avec sa famille, elle s'est poussée elle-même dans une situation sans issue. L'histoire de Cassidy a déclenché de vifs débats dans la société, particulièrement concernant la planification familiale chez les adolescents. Pour beaucoup, une intervention médicale aurait pu être une solution raisonnable dans sa situation. Cependant, il est difficile de juger les actions d'une écolière de 14 ans. À cet âge, les frontières entre le bien et le mal ne sont pas encore suffisamment définies. Les réseaux sociaux et les médias ont activement discuté de l'incident. Le cas de Cassidy Goodson a été utilisé comme argument en faveur de l'accès des mineurs aux services médicaux appropriés afin de prévenir des conséquences tragiques similaires. Le public s'étonnait de voir pourquoi un fardeau aussi lourd de prise de décision reposait entièrement sur les épaules de Cassidy. Bien que les parents aient affirmé qu'ils essayaient de comprendre la situation, de nombreux commentateurs étaient convaincus de leur passivité qui a conduit à la triste fin. Des questions logiques sont apparues. Comment ne pas remarquer les changements dans la silhouette de leur fille ou son comportement inhabituel ? Pourquoi a-t-on si facilement cru aux explications de Cassidy, tandis que les signes évidents de son état étaient ignorés ? Les proches eux-mêmes ont admis que Cassidy se comportait de façon atypique, mais il semblait que personne n'y accordait d'importance. Ce qui était particulièrement surprenant, c'est que la mère ait dû découvrir des traces de matériel biologique dans la salle de bain pour reconnaître l'évidence. Pourquoi personne n'a emmené Cassidy chez le médecin plus tôt restait un mystère. Dans ce contexte, certains ont tenté de transférer la responsabilité de ce qui s'était passé de l'adolescente aux parents. Beaucoup soupçonnaient
que Cassidy souffrait d'un manque d'attention de la part de ses proches. C'est peut-être pour cela qu'elle essayait si désespérément de cacher son état. Et c'est là que les opinions du public se sont divisées. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'était le fait de l'utilisation de ciseaux de bureau. Le rapport médical indiquait que Cassidy les avait utilisés pour résoudre la situation par elle-même. Il restait peu clair. Était-ce une conséquence de l'état psycho-émotionnel de l'adolescente, ou Cassidy avait-elle si peur de la réaction de ses parents qu'elle préférait endurer des souffrances intolérables, juste pour qu'ils n'apprennent rien de son état? Le public se posait la question. Que s'est-il réellement passé dans cette famille si une fille de 14 ans était prête à faire un pas aussi désespéré? Ces questions intéressaient également les enquêteurs, qui ont mené un examen approfondi. Cependant, les hypothèses concernant un traitement inapproprié de la part des parents n'ont pas trouvé de confirmation. L'examen médical de Cassidy n'a révélé aucune blessure physique sur sa peau. Les autres enfants de la famille ont nié tout traitement inapproprié de la part des parents. Après 18 mois de séjour dans un établissement spécial pour jeunes délinquantes, Cassie est retournée à la vie normale. Les professionnels ont noté l'achèvement réussi du programme de réhabilitation pour les jeunes au comportement problématique. Dans la caractérisation, l'absence de tendances agressives a été indiquée. Les experts ont évalué la probabilité de répétition d'actes inacceptables comme extrêmement faible. La commission a décidé de son retour dans la société, bien que l'adaptation n'ait pas été facile en raison de la résistance de l'environnement. Cassidy a perdu son ancien cercle de connaissances, a fait face à l'hostilité et avait peur de quitter la maison. La jeune femme était retournée dans sa chambre, que les parents avaient laissée intacte depuis son arrestation. Tout est resté à sa place, y compris la lotion anti-acné qu'elle utilisait à l'âge de 14 ans. Le plus grand défi était la communication avec les proches, mais ils se sont efforcés d'apporter leur soutien. Lorsque des difficultés d'acceptation dans la société sont apparues, elle a parlé à plusieurs reprises de haine et de persécution par les gens. La jeune femme a compris qu'elle traversait une période extrêmement difficile, et il n'était pas clair quand un soulagement surviendrait. Malgré l'expérience traumatisante et l'acte irréfléchi commis, Cassidy n'a pas renoncé au désir de fonder une famille et s'est mariée. En 2017, elle a eu sa première fille Mia, et 2 ans plus tard, sa deuxième fille, Semaya. Après la naissance de son deuxième enfant, elle a publié un message sur les réseaux sociaux concernant le désir d'avoir un fils. Ces événements joyeux ont montré la détermination de Cassidy à lutter pour une vie normale. Sur sa page, elle a écrit que l'environnement était contre le fait qu'elle ait des enfants du tout. Lorsqu'on lui a demandé les raisons de cette attitude, Cassidy s'est limitée à une réponse sous forme d'émoticône. La jeune femme a admis que les gens ne peuvent pas oublier son acte passé lié à un nouveau-né et qu'elle a beaucoup d'opposants. Beaucoup ont écrit qu'ils préféreraient voir Cassidy isolée jusqu'à la fin de ses jours et ont exprimé leur réticence à vivre à côté d'une personne qui a commis un tel acte. Sur les réseaux sociaux, Cassidy a posté de nombreuses photos la montrant comme une mère attentionnée et une jeune femme s'efforçant de construire une vie familiale heureuse. Il y a eu aussi des publications tristes. Il semble qu'en grandissant et en réalisant la gravité de ce qui s'était passé, Cassidy ne pouvait pas se réconcilier avec elle-même pour ce qui était arrivé à son premier enfant. Le garçon n'avait même pas de nom. Cassidy n'avait pas prévu comment l'appeler, car elle avait initialement l'intention de s'en débarrasser. Donc dans les documents, il était simplement désigné comme bébé Goodson. Toutes ces années, Cassidy était resté non seulement sous la surveillance d'instances officielles, mais aussi de tout son environnement. Même après longtemps, le public s'inquiétait du sort du nouveau-né à qui la possibilité de vivre avait été enlevée dans les premières minutes après sa naissance. Dans les publications de la jeune femme,
le thème de la réincarnation des âmes apparaissait souvent. Selon le psychologue, cela témoignait d'un remords intérieur. Elle ne trouvait toujours pas la paix intérieure après son acte. La situation a été aggravée par la pression constante du public. Elle a fait sa dernière entrée sur son compte en 2020, indiquant la pression et l'oppression incessante qui étaient devenues insupportables. Cassidy a créé un nouveau profil et y a poursuivi ses publications de photos. On sait qu'elle a terminé une formation d'infirmière au Madisonville College. Cependant, il semble que le juge se soit trompé dans l'évaluation de son amélioration. À partir de l'année 2021, elle a eu de nouveaux problèmes avec la loi et s'est retrouvée dans un établissement pénitentiaire, tout comme son mari. Aux premières heures du 26 mars 2015, la tranquille banlieue de Kingsville dans l'État de l'Ohio semblait comme d'habitude. Des pelouses bien entretenues, une rue paisible et des voisins s'occupaient par leurs affaires quotidiennes. Aucun des résidents de Willow Street ne se doutait que la maison numéro 18 deviendrait bientôt le centre d'une enquête sensationnelle. Vers 6h30 du matin, une voiture de police s'est arrêtée devant la maison de John Andrews, un homme réservé d'âge moyen. De l'extérieur, la maison semblait tout à fait normale, une pelouse bien entretenue, un chemin ordonné menant à la porte. Les policiers ne firent pas de bruit et décidèrent de se passer de l'attention inutile des voisins. Après un bref échange de phrases, les agents se dirigèrent calmement vers la porte. John Andrews était connu des voisins comme une personne calme et réservée qui ne causait jamais de problème. Une seule chose semblait étrange. Il y a environ 1 an, il avait commencé à faire des cadeaux inhabituels à ses voisins. De la viande de kangourou qui, selon se dire, était rapportée par un parent d'Australie. Les résidents, elle acceptaient avec intérêt, bien que personne n'ait vu de preuve de l'existence d'un tel parent. Mais c'est précisément cette viandée étrange qui fut la raison pour laquelle la police se tenait à sa porte. La nuit précédente, un groupe de recherche enquêtant sur la disparition d'Alan Craig, 34 ans, avait découvert des vêtements tachés de sang de l'homme disparu. Les vêtements avaient été trouvés dans une poubelle à proximité et les experts ont rapidement déterminé que les traces de fibres sur le tissu correspondaient à celles utilisées dans les tapis des maisons économiques du début des années 2000. C'est précisément ce qui a conduit la police à la maison numéro 18. La voisine, l'âgée Evelyn Carter, se souvint soudain d'un autre détail important. Quelques jours avant la disparition de Craig, elle avait vu John Andrews transporter précipitamment quelque chose enveloppé dans une bâche dans son garage. Ce détail, qui semblait auparavant insignifiant, prenait maintenant une tonalité sinistre. À ce stade, la police avait déjà des informations sur l'odeur désagréable qui émanait de la maison de John. Cependant, à l'époque, les plaintes savaient été attribuées à des problèmes habituels d'égout. Le propriétaire, qui ouvrit la porte, semblait étonnamment calme et offrit même de l'eau aux policiers. À l'intérieur, tout était propre et ordonné. Pas de désordre, rien de suspect. Mais le calme de l'atmosphère disparut lorsqu'un des officiers regarda dans la cour intérieure. Là, à côté du garage, se trouvaient des conteneurs réfrigérés fermés avec des serrures massives. Cela ne cadrait manifestement pas avec l'image générale. Après avoir ouvert les conteneurs, la police découvrit d'étranges récipients de scène plastiques avec des étiquettes « Karoo », supposément indiquant de la viande de kangourou. Seulement, l'apparence du produit n'inspirait pas confiance aux experts. La viande ne ressemblait ni à celle du kangourou, ni à celle du bœuf, ni à celle du porc. Le soupçon grandissait de minute en minute. Un intérêt particulier de la police fut éveillé par la porte de la cave. Des serrures massives et des verrous supplémentaires de l'intérieur ne correspondaient en aucun cas à un atelier domestique ordinaire. Andrews assura qu'il n'y avait que des outils là-bas et rien d'intéressant à trouver, mais sa sérénité était troublante. Après de longues tentatives, la porte put être ouverte et les policiers descendirent. La cave s'avéra étroite
et mal éclairé. Il semblait que personne y était venu depuis longtemps. Mais dans le coin se trouvaient des paquets de scènes plastiques dont le contenu éveillait immédiatement l'intérêt des experts. Ils furent entremontés, et bien qu'on ne mentionnât pas à haute voix exactement ce qui y fut trouvé, l'atmosphère autour de la maison devenait de plus en plus tendue. Andrews lui-même, qui resta avec les policiers, répondait aux questions brièvement et de manière floue. Il ne put expliquer de façon compréhensible d'où il obtenait la viande de kangourou, ne mentionna ni parents, ni entreprise, ni autres fournisseurs. Il s'avéra qu'il n'avait aucun lien avec l'Australie et toute l'histoire paraissait au moins suspecte. À ce moment-là, les officiers s'avèrent déjà remarquer la disparition de Julia Andrews, l'épouse de John, qui n'était pas apparue dans la maison depuis longtemps et n'avait pas établi de contact. Cela ajoutait d'autres questions et compliquait l'enquête. La police poursuivit la perquisition jusqu'à tard dans la soirée et emporta des échantillons pour expertise. Bientôt, des journalistes et des voisins curieux se rassemblèrent autour de la maison, auxquels les autorités ne dirent brièvement que c'était une vérification standard dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Alan Craig. Cependant, cela ne fit qu'intensifier les rumeurs et l'inquiétude parmi les résidents. Le lendemain matin, l'enquête se poursuivait déjà avec une équipe élargie et en intégrant de nouveaux experts. Les policiers se préparaient à inspecter le garage, espérant trouver au moins quelques indices sur le disparu Craig et peut-être d'autres mystérieuses disparitions qui s'étaient produites périodiquement dans la ville ces dernières années. À ce moment-là, les résidents de Kingsville ne savaient pas encore que le nom de John Andrews serait bientôt au centre de l'affaire la plus choquante de l'histoire de leur petite banlieue. Et la vérité sur les étranges cadeaux qu'il distribuait aux voisins s'avérerait bien plus terrifiante que toutes les suppositions. Après que les policiers se rendent terminelle inspection matinale de la maison au 18 rue Willow, les enquêteurs commencèrent progressivement à créer une chaîne d'événements pour comprendre ce qui était arrivé à Alan Craig et résoudre l'énigme de ce qu'on appelait la viande de kangourou. John Andrews, le propriétaire de la maison, y vivait depuis plus de 10 ans et avait toujours été une personne calme et discrète. Les voisins le connaissaient à peine, sauf qu'ils remarquaient les étranges friandises qu'il distribuait parfois. La police s'occupa d'abord de rechercher des documents liés à l'importation de la viande inhabituelle, mais il s'avéra que rien de tel n'était enregistré dans aucun registre. Le laboratoire commença à examiner les échantillons de viande trouvés chez Andrews. Cependant, les résultats n'étaient pas attendus avant le lendemain. En attendant les experts, les enquêteurs décidèrent de vérifier les contacts de John. Ses factures téléphoniques étaient assez banales, quelques appels professionnels et de rares conversations avec sa femme Julia. La disparition d'Alan Craig continuait à susciter des inquiétudes. Sa famille affirmait qu'il ne disparaîtrait jamais sans avertissement. Et à l'entrepôt où Alan travaillait, ils se confirmèrent l'avoir vu pour la dernière fois le 21 mars. C'est exactement à ce moment que son téléphone émite son dernier signal près de la maison de John. La police fut davantage préoccupée par le fait qu'au cours des 5 dernières années, il y avait déjà eu plusieurs disparitions inexpliquées à Kingsville. Ces cas n'avaient pas été étudiés sans détail car la police supposait que les gens avaient simplement quitté la ville. Maintenant, on décida de tout réviser pour exclure un lien possible avec Andrews. La voisine Evelyn Carter ajouta un détail intéressant. Elle voyait souvent John charger d'étranges paquets dans sa voiture la nuit. À l'époque, elle n'y attachait pas d'importance, pensant que l'homme travaillait simplement la nuit. Plus tard, cependant, il s'avéra qu'il n'avait pas d'horaire de travail nocturne. D'autres voisins se souvenaient également de l'odeur désagréable près du garage et l'associaient à ladite viande, mais personne ne s'adressa à la police. Les enquêteurs découvrirent également que John avait commencé à offrir de la viande de kangourou aux voisins il y a environ 3 ou 4 ans. Il parlait d'un cousin d'Australie, mais personne n'avait jamais vu de preuve de telles connexions. De plus, les emballages semblaient faits maison et ne ressemblaient pas à des livraisons officielles. Pendant ce temps, les agents continuaient d'enquêter sur la cave d'Andrews. Ils y trouvèrent des outils de coupe que le propriétaire décrivit comme étant
pour son passe-temps. Cependant, les traces sur l'équipement semblaient en suspectes et les experts les emportèrent pour analyse. Le commissaire principal Robert Moore demanda des forces supplémentaires du district. Il fut décidé de vérifier les bases de données pour savoir si des cas similaires s'étaient produits dans les villes voisines. Les détails sur l'endroit où se trouvait la femme d'Andrews restaient également un mystère. La police n'avait pas encore reçu confirmation que Julia était effectivement voyage d'affaires. Les habitants du quartier se demandaient pourquoi l'inspection étendait sur toute la journée, mais la police devait procéder avec prudence car l'affaire ne ressemblait plus à une disparition ordinaire. Les médias commencèrent à couvrir l'histoire, suggérant un possible trafic de viande exotique ou même de restes humains. Les experts promirent les premiers résultats d'analyse d'ES le lendemain matin. La police comprenait que la situation pourrait changer rapidement. S'ils avéraient que la viande ne provenait pas d'un animal, l'affaire prendrait une tournure complètement différente. Parallèlement, les enquêteurs vérifiaient les hôpitaux locaux et les morgues pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres cas étranges. Jusqu'à présent, rien n'avait été trouvé, mais l'inquiétude grandissait. Le soir, une consultation fermée eut lieu avec des criminologues et des représentants du parquet. 2 versions principales furent discutées, soit il s'agissait d'une violation des règles d'hygiène, soit l'affaire concernait un crime beaucoup plus grave, peut-être un meurtre. Les amis de la famille Andrews décrivaient John comme une personne calme et inoffensive. Certains admettaient même avoir goûté délices et n'avaient rien remarqué d'étrange, à part un goût inhabituel. À la police, il ne restait plus qu'à attendre les résultats des tests de laboratoire. Tout semblait extrêmement déroutant. Une personne disparue, de la viande étrange, un propriétaire silencieux et mystérieux. C'est précisément à partir de tels détails que se formait une énigme inquiétante qui préoccupait toute la ville. À la fin de la journée, il n'y avait pas de preuves directes contre John, et officiellement, il restait en liberté. Cependant, la police l'observait attentivement et se préparait pour la prochaine phase de l'enquête. Tout dépendait des résultats de l'examen, qui pourraient complètement traverser l'affaire et confirmer les suppositions les plus sombres. John Andrews vivait paisiblement depuis environ 10 ans dans une petite banlieue de Kingsville, au 18 rue Willow. Il s'y était installé 2005 et ne se démarquait apparemment pas particulièrement des habitants locaux. Il avait autrefois géré une petite entreprise de réparation d'appareils électroménagers, mais l'avait fermée pour des raisons inconnues. Dans les documents fiscaux apparaissaient des revenus modestes provenant de contrats privés. Aucune des tout problèmes avec la loi était enregistrée à son nom. John n'entrait jamais en conflit avec les voisins et il n'y avait même pas de plaintes à son sujet. Son épouse Julia était enregistrée avec lui dans la maison, bien que les habitants ne la voyaient pratiquement jamais. Elle travaillait quelque part en dehors de Kingsville, mais personne ne connaissait vraiment les détails. Ces derniers mois, elle n'avait pas du tout été vue en ville, et même la police ne put pas immédiatement découvrir où elle se trouvait. Aucun rapport officiel sur sa disparition n'avait été reçu, mais son absence ajoutait une énigme supplémentaire aux événements. Alan Craig, un homme de 34 ans, avait récemment déménagé à Kingsville pour accepter un emploi dans l'entrepôt de matériaux de construction. C'était une personne responsable et ordonnée qui maintenait toujours le contact avec ses proches. Mais le 21 mars, Alan a soudainement cessé de communiquer, ce qui était complètement atypique pour lui. Sa sœur s'est rapidement tournée vers la police et les enquêtes sont commencées. La police a découvert assez rapidement que Alan avait appelé un technicien pour réparer des appareils électroménagers peu avant sa disparition. Un voisin a confirmé avoir vu un homme avec des outils chez lui. Plus tard, il s'est avéré être John Andrews, avec qui Alan avait effectivement été en contact le jour de sa disparition. Le téléphone de Craig a émis son dernier signal exactement dans la zone de la maison d'Andrews. Quant à Julia Andrews, ses connaissances affirmaient qu'elle avait auparavant travaillé dans l'une des usines du district voisin et y était encore officiellement inscrite. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi elle avait cessé et de rentrer à la maison.
La dernière fois qu'elle a été vue était en décembre de l'année précédente. La police ne savait pas encore où elle se trouvait, si elle avait déménagé ou si quelque chose d'autre s'était produit. Parmi les voisins de John, une femme âgée nommée Evelyn Carter, qui vivait de l'autre côté de la rue, se distinguait particulièrement. C'est elle qui a parlé à la police de la viande exotique de kangourou que John offrait souvent aux voisins. Tous le percevaient comme une bizarrerie sympathique. Personne ne posait de questions superflues. Mais il s'est avéré que c'est précisément Evelyn qui avait vu Alan près de la maison de John le soir du 20 mars. Plus tard, elle a remarqué la voiture d'Andrews avec le coffre ouvert, mais elle n'a plus revu Alan lui-même. De nombreux habitants se souvenaient que John ramenait régulièrement de gros colis à la maison et mentionnait un parent d'Australie. Personne n'avait vu de documents ou de preuves de l'existence d'un tel parent, mais il n'y avait pas non plus de doute jusqu'à récemment. Les téléphones, les factures et l'environnement de travail d'Alan ont également été vérifiés. La direction de l'entrepôt informait la police qu'il notifiait toujours des changements dans son emploi du temps et sa disparition soudaine semblait extrêmement suspecte. Dans son appartement, tout semblait en ordre, comme s'il était juste sorti brièvement et prévoyait de revenir. Les enquêteurs ont vérifié les connaissances et collègues d'Alan, mais n'ont rien trouvé d'inhabituel dans leur comportement ou leurs alibis. Le propriétaire a également confirmé qu'Alan n'avait pas de conflit et payait toujours ponctuellement. L'attention particulière de la police s'est portée sur la famille Andrews, plus précisément sur son absence. Combien de temps s'était écoulé depuis que Julia était apparue à la maison? Où est-elle maintenant? Il n'y avait pas de données fiables, et les enquêteurs ont commencé à recueillir tous les indices qui pourraient clarifier la situation. De plus, la police a commencé à s'intéresser aux invités potentiels de John. Les voisins sont racontés qu'il était une personne assez renfermée, invitant rarement quelqu'un, mais s'organisant de temps en temps de petits barbecues où il préparait de la viande inhabituelle qui lui était prétendument livrée exclusivement NT. Aucun événement bruyant n'a jamais été remarqué chez lui. Ainsi, 3 figures étaient au centre de l'attention. Le propriétaire John Andrews, le disparu Alan Craig et la mystérieuse Julia, que personne avait vue depuis longtemps. D'autres cas de disparition dans la ville sont également apparus, qui n'avaient pas suscité de soupçons auparavant, mais faisaient maintenant partie de cette grande question. Les enquêtes ont été menées simultanément dans plusieurs directions, découvrir ce qui était arrivé à Alan, d'où provenait l'étrange viande, et comprendre ce qui se passait réellement dans la maison de John Andrews. Le plus grand espoir des enquêteurs résidait dans les résultats des investigations qui pourraient révéler la vérité et confirmer ou réfuter la pire version des événements. En enquêtant sur la vie de John Andrews, ses circonstances familiales et la mystérieuse disparition d'Alan Craig, la police s'est heurtée à une énigme complexe. Les officiers ont examiné les registres téléphoniques, les documents financiers et écouté attentivement les voisins, mais l'image ne produisait pas une histoire cohérente et logique. Certains supposaient que tout avait commencé par une simple dispute domestique. D'autres insistaient sur un secret criminel plus grave. Les enquêteurs ont formulé plusieurs versions, et chacune semble être logique, heulement jusqu'à un certain point. Personne ne pouvait répondre clairement à la question principale. Qu'est-il arrivé à Alan et pourquoi y avait-il tant de découvertes troublantes près de la maison de John? La première version sur laquelle les policiers se sont concentrés s'était liée à la contrebande de viande exotique. De nombreux officiers soupçonnaient que John gérait peut-être une entreprise illégale de fourniture de produits rares et qu'Alan aurait pu apprendre accidentellement. Les conteneurs trouvés avec des marquages inhabituels confirmaient les soupçons. Mais les policiers n'ont pu trouver aucun document confirmant l'importation de tels produits. Il n'y avait ni déclaration douanière, ni registre trait d'affaires avec John. Les relevés bancaires et les appels téléphoniques n'ont pas non plus fourni d'indices, de sorte que la version sur la contrebande est restée peu convaincante, bien qu'on ne se soit pas pressé de l'écarter. Une autre hypothèse reliait la disparition d'Alan à une série de cas similaires dans le district au cours des dernières années,
Plusieurs personnes avaient disparu sans raisons apparentes, et la police soupçonnait que Craig aurait pu devenir partie d'une histoire plus vaste. Les personnes disparues étaient des nouveaux venus sous des solitaires, et bien qu'aucun lien direct avec John n'ait été trouvé, les enquêteurs se demandaient peut-être que derrière la vie tranquille de la rue Willow se cachait quelque chose de terrible, mais sans preuve. Cette théorie est également restée au niveau des conjectures. La troisième version supposait un conflit domestique entre John et Alan. Il y avait peut-être une dispute concernant de l'argenteau ou des affaires personnelles. Les conteneurs de viande de kangourou pourraient, selon certains enquêteurs, n'être qu'un moyen de détourner l'attention de la police. Mais les amis et collègues d'Alan ne se souvenaient d'aucun conflit ou problème financier. La maison d'Andrew semblait propre et bien entretenue. Aucune trace évidente de lutte n'avait été trouvée et la disparition rapide d'Alan ne correspondait pas à une dispute domestique ordinaire. La quatrième hypothèse, enlèvement pour extorsion, semblait également douteuse. Aucun des proches d'Alan n'avait reçu de menaces et les comptes bancaires de la famille n'avaient pas changé. S'ils agissaient d'un enlèvement, quelqu'un aurait probablement déjà contacté les proches et demandé une rançon. Mais rien de tel ne s'était produit. Les enquêteurs sont même envisagé la possibilité qu'Alan lui-même ait décidé de disparaître et ait mis en scène cet événement. Mais là encore, il y avait des problèmes. Il n'avait pas de dette sérieuse ni de circonstances personnelles difficiles, et il avait laissé ces effets personnels dans son appartement en parfait ordre. Des amis sont dites qu'il prévoyait de rester longtemps à Pleasantville. Un départ volontaire semblait donc improbable. La sixième version concernait la personnalité de John Andrews lui-même. Peut-être cachait-il de graves problèmes, voire un trouble mental. Mais ni un voisin ni l'agent de district qui connaissait John n'avait entremarqué quoi que ce soit d'étrange dans son comportement. Même pendant la perquisition, il s'était comporté de manière tout à fait calme et n'avait montré aucun trait agressif. La version la plus troublante, dont la police parlait doucement et prudemment, était que la viande de kangourou n'était peut-être pas du tout de la viande de kangourou. Il pourrait agir de restes humains. Les experts attendaient les résultats de l'analyse sans tirer de conclusions hâtives. Mais l'absence de documents pour la viande, l'étiquetage mystérieux et les liens douteux avec l'Australie avaient éveillé de sérieux soupçons chez la police. Toutes contradictions et le manque de preuves directes ont forcé les enquêteurs à procéder avec prudence. L'attente des résultats de l'enquête était agonisante, car c'était d'eux que dépendait quelle version devait être examinée en premier. L'équipe de criminologues s'essayait de trouver des témoins et d'étudier les enregistrements des caméras de surveillance, dans l'espoir de voir quelque chose d'inhabituel la nuit où Alan avait disparu. Jusqu'à présent, l'affaire ressemblait à une énigme compliquée, au centre de laquelle se trouvait John Andrews, sa femme Julia, absente depuis longtemps, et Alan Craig, soudainement disparu. La police a compris que la précipitation pourrait nuire à l'enquête, alors celle a décidé d'observer John de près sans prendre de mesures précipitées. La ville est remplie de rumeurs inquiétantes. Les gens attendaient les déclarations des experts et craignaient le pire. Beaucoup commençaient déjà à discuter prudemment de l'hypothèse la plus sombre, espérant qu'elle ne se confirmerait jamais. Dans la phase initiale, l'enquête ne pouvait pas comprendre exactement le rôle de John Andrews dans la mystérieuse disparition d'Alan Craig. Les enquêteurs ont envisagé divers scénarios, allant de la fraude ordinaire à l'étrange contrebande de viande exotique, essayant d'expliquer les mystérieux conteneurs étiquetés « Karoo ». Mais bientôt, quelque chose s'est produit qui a complètement renversé l'affaire. Le 2 avril, les résultats du laboratoire du district ont choqué même les employés les plus expérimentés. Il s'est avéré que la mystérieuse viande de kangourou n'était pas du tout un produit exotique. Les experts ont confirmé officiellement, les échantillons trouvés ne provenaient pas d'animaux, mais d'humains. Le rapport a clairement établi que des tissus humains avaient été découverts parmi les fragments trouvés et leur origine ne laissait aucun doute.
Il était également inquiétant que les restes humains appartiennent simultanément à plusieurs personnes. Lorsque les enquêteurs sont reçus ce données, une image effrayante s'est enfin formée dans leur esprit. Toutes les versions concernant des conflits mineurs sous des incidents accidentels ont immédiatement été écartées. La disparition d'Alan Craig était maintenant directement liée au contenu des congélateurs de John Andrews. De plus, en comparant les échantillons avec la base de données des personnes disparues, il a été possible de confirmer qu'une partie des restes s'appartenait à Alan lui-même. C'était la preuve clé qui a conduit la police à reconnaître l'affaire comme un meurtre. John Andrews est immédiatement passé de la catégorie de personnes amplement suspectes à principal suspect d'un crime atroce. Les souvenirs du comportement étrange de John pendant la perquisition ont pris une signification complètement différente. Désormais, tant les serrures sur les portes de la cave que les taches de sang sur les outils s'étaient considérées comme des preuves directes que quelque chose de terrible s'était produit dans la maison. La police a obtenu l'autorisation pour l'arrestation urgented Andrews et une perquisition supplémentaire et approfondie de sa maison. Pendant que les enquêteurs préparaient le mandat d'arrêt, les experts continuaient d'analyser autres échantillons trouvés. Il s'est avéré que parmi les fragments se trouvaient les restes d'au moins 2 autres personnes saines, plus d'Alan Craig. Selon les données préliminaires, il s'agissait d'un homme et d'une femme d'âge moyen, mais des correspondances exactes avec d'autres personnes disparues avaient pas encore été trouvées. Les enquêteurs sont commencés à examiner les archives des mystérieuses disparitions des dernières années dans le district. De manière inattendue, de nombreux détails auxquels on n'accordait auparavant aucune importance ont commencé à dessiner une image inquiétante. Les voyages nocturnes d'Andrews, des paquets étranges, des conversations sur de la viande inhabituelle, tout. Cela apparaissait maintenant comme faisant partie d'un schéma terrible. Au matin du 3 avril, les enquêteurs sont arrivés à la maison de John pour l'arrêter. Andrews n'a pas opposé de résistance et a répété calmement qu'une erreur était produite et qu'il était innocent. Cependant, la police n'avait plus de doute quant à son implication. John a été emmené au commissariat pour interrogatoire et la maison de Willow Street a été soumise à une nouvelle inspection plus approfondie. Lors de la perquisition approfondie, on a trouvé un autre réfrigérateur qui n'avait pas été ouvert auparavant. À l'intérieur, on a découvert des paquets portant l'inscription K-Roux, et à côté se trouvait un objet personnel qui appartenait probablement à l'une des victimes. Les experts ont immédiatement envoyé la découverte pour analyse supplémentaire, soupçonnant qu'il pourrait agir d'un objet appartenant à Julia Andrews, l'épouse du suspect disparu depuis longtemps. À ce moment, il est devenu définitivement clair que l'affaire était beaucoup plus grave qu'on ne l'avait supposé au début. Les versions quotidiennes et les petits conflits sont disparus du champ d'investigation. Il s'agissait maintenant d'un possible meurtre en série. Les enquêteurs sont commencés à examiner en détail tous les contacts de John, sa correspondance et l'historique de ses recherches sur Internet, dans l'espoir de trouver des traces d'autres victimes potentielles. Pendant ce temps, le sort de Julia Andrews restait non résolu. Ces derniers documents et contacts avaient été découverts il y a plus de 6 mois et les voisins ne l'avaient pas vue en ville depuis longtemps. La police n'excluait pas que les restes féminins puissent en lui appartenir, mais des tests supplémentaires étaient nécessaires pour confirmation. Les forces de l'ordre ont compris que l'affaire avait pris un tournant radical et pourrait devenir l'une des plus sensationnelles de l'histoire du district. Ils s'attendaient à de nouvelles découvertes qui pourraient apparaître après l'examen de tous les détails de la vie de John Andrews. La ville commençait à être saisie d'inquiétude, et bien que les autorités n'aient pas encore officiellement communiqué tous les détails, des rumeurs sur la terrible découverte commençaient déjà à se répandre parmi les habitants. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase, et désormais la tâche principale de la police n'était pas seulement de comprendre le motif des crimes, mais aussi de découvrir tous les détails du terrible secret qui se cachait derrière les murs de la paisible maison de Willow Street. Lorsque la police a reçu la confirmation que les congélateurs trouvés contenaient les restes d'Alan Craig et d'au moins 2 autres personnes, la vie tranquille
de la petite ville Zest définitivement transformé en cauchemar. Les enquêteurs ont compris que chaque centimètre de la maison de John Andrews devait maintenant être examiné avec un soin particulier. Des équipes criminalistiques se sont occupées de différentes parties de la maison. Certaines inspectaient le sous-sol, d'autres vérifiaient le garage et le grenier. Bientôt, dans le sous-sol, on a trouvé des tables spéciales de découpe où des traces biologiques de différentes personnes ont été découvertes, Les experts ont immédiatement prélevé des échantillons pour des examens supplémentaires et ont conclu que la pièce avait été activement utilisée précisément pour de tels objectifs horribles pendant plusieurs années. Les outils trouvés là semblaient également être anges, des couteaux avec un affûtage spécial, des scalpels chirurgicaux et une science habituelle qui n'était clairement pas destinée à un usage domestique. La vérification technique de la ventilation a montré qu'un puissant système d'extraction d'odeurs avait été installé dans la maison, manifestement conçu spécifiquement pour dissimuler des traces. Les experts ont trouvé des restes de désinfectants et même des particules biologiques dans les tuyaux d'évacuation, ce qui confirmait les terribles suppositions de la police. Un groupe séparé de spécialistes s'est occupé des ordinateurs et de la technologie de John. Bien qu'une partie des fichiers s'ait été supprimée, les enquêteurs ont réussi à restaurer des correspondances et l'historique des recherches. Il s'est avéré qu'Andrews recherchait comment éliminer les traces biologiques et comment conserver la viande pendant longtemps. Particulièrement inquiétantes et téantes, recherche d'informations sur l'anatomie humaine. Ces découvertes ont montré que les crimes avaient été soigneusement réfléchis à l'avance. La police a commencé à chercher des liens entre John et d'autres personnes disparues. On s'est souvenu des migrants et des travailleurs saisonniers qui avaient disparu sans laisser de traces à Kingsville. Auparavant, personne n'avait relié ces cas entre eux. Mais maintenant est apparue la théorie qu'Andrews choisissait des victimes qui n'avaient pas de proches parents ou d'amis dans la ville. Lors des interrogatoires, John a catégoriquement nié sa culpabilité. Il a affirmé que les conteneurs avaient été achetés déjà remplis et qu'il ne savait prétendument pas exactement ce qu'ils contenaient. Mais les déclarations des voisins et l'absence de reçu d'achat contredisaient cela. Les voisins ont vu John lui-même décharger les conteneurs dans la cour, ce qui détruisait complètement son histoire. La vérification des transactions financières d'Andrews a révélé aucun signe d'une grande entreprise ou de contrebande. Mais les petits transferts dits argent périodique restaient une énigme. Les enquêteurs ont conclu qu'il agissait de manière indépendante et très prudente. Dans le garage d'Andrews, la police a découvert une armoire où étaient conservés des objets personnels étrangers, documents, photos et vêtements. Cela ressemblait à une collection d'effets personnels des victimes. Ces objets sont également été envoyés pour examen afin de déterminer à qui ils s'appartenaient. Le témoin Evelyn Carter et d'autres voisins sont rapportés que John sortait souvent tard le soir et chargeait d'étranges sacs dans sa voiture. Ces sorties coïncidaient généralement avec la période où des travailleurs temporaires apparaissaient en ville. Maintenant, la police soupçonnait qu'il attirait ces personnes avec des offres de travail temporaire ou de réparation. L'enquête est occupée séparément du sort de Julia Andrews, l'épouse de John, que personne n'avait vue depuis longtemps. Aucune transaction n'avait été effectuée depuis ce compte depuis longtemps et le téléphone était déconnecté. La théorie est apparue que l'un des ADN féminins découverts pourrait lui appartenir hier, mais il n'y avait pas encore de confirmation définitive. La police a soigneusement examiné les dates inscrites sur les emballages marqués « Karou ». De nombreuses dates correspondaient à des signalements de personnes disparues, renforçant la conviction qu'ils agissaient de crimes en série. Pour déterminer toutes les circonstances et les victimes potentielles, un groupe spécial interdépartemental a été formé. Ils ont examiné les disparitions de personnes saines dehors de Kingsville, où John aurait pu voyager pour des raisons professionnelles. Les forces de l'ordre ont recueilli toutes les preuves possibles et vérifié les données GPS et les transactions financières. L'enquête promettait d'être longue et complexe.
Chaque fragment trouvé nécessitait une analyse génétique séparée. La police se préparait à une procédure extensive, comprenant que cette affaire pourrait devenir l'une des plus médiatisées de l'histoire du district. Jusqu'à présent, seuls des commentaires discrets de la police avaient atteint les médias. Aucun détail n'avait été révélé aux résidents pour éviter la panique. Cependant, les rumeurs s'étaient déjà propagées et la ville s'enfonçait progressivement dans une atmosphère de peur et de méfiance. Les enquêteurs s'étaient sûrs d'une chose. John Andrews n'était pas simplement un meurtrier, mais un criminel en série qui agissait avec soin et calcul. Maintenant, la tâche principale était de trouver des réponses aux questions qui troubleraient longtemps les habitants de Kingsville. Lorsque la police a reçu confirmation que parmi les restes trouvés dans la maison de John Andrews, figurant des parties d'Alan Craig et d'au moins 2 autres personnes, toute l'image de l'enquête a changé radicalement. Les enquêteurs sont décidés d'examiner chaque preuve avec une extrême minutie pour comprendre l'ampleur totale de ce qui se passait dans la maison silencieuse de Willow Street. Ils sont créés un tableau détaillé dans lequel ils sont consignés littéralement chaque découverte, témoignages et résultats d'enquête. Ainsi ont commencé à se dessiner des modèles qui semblaient auparavant n'être que d'étranges coïncidences. Il était particulièrement important de comprendre depuis combien de temps Andrews aurait pu commettre ces actes. Les voisins se souvenaient que John rapportait d'étranges gros paquets à la maison tous les quelques mois. Ces dates correspondaient à des entrées codées sur son ordinateur. Au même moment, des travailleurs saisonniers et des solitaires disparaissaient en ville, dont la disparition n'avait jusqu'alors attiré l'attention de personne. La police a porté une attention particulière à la disparition de Julia, l'épouse de John. On a longtemps supposé qu'elle avait simplement déménagé, mais après analyse des preuves, il s'est avéré qu'elle avait cessé de se présenter au travail et de maintenir le contact avec ses proches environ 6 mois avant l'arrestation de son mari. Des traces d'ADN féminine ont été trouvées dans le sous-sol de la maison, ce qui a fait naître des soupçons que Julia aurait pu également être victime. Le laboratoire vérifiait ces matériaux et les enquêteurs s'attendaient aux résultats avec une impatience particulière. Des données supplémentaires et inquiétantes sont apparues après l'examen de la correspondance électronique de John. Ils y ont trouvé des lettres sous. Il proposait à des amis et connaissances de goûter de la viande exotique, prétendument importée d'Australie. On ne savait pas encore si ces interlocuteurs connaissaient la véritable origine de la délicatesse. Ces contacts ont été mis sous surveillance, bien que la police n'ait pas trouvé de preuves directes d'un commerce massif de chair humaine. Une autre découverte troublante concernait des anciens reçus et pièces justificatives de l'ancien service de réparation d'Andrews. Il s'est avéré que plusieurs clients auxquels il avait fourni des services de réparation avaient été signalés comme disp arus. Personne n'avait auparavant lié ces cas au nom de John, car beaucoup des disparus étaient des étrangers sans proches parents dans la ville. Les enquêteurs sont particulièrement remarqués l'absence de preuves suggérant l'existence de complices. Tous les registres et preuves trouvés indiquaient que Andrews agissait seul. Sur son ordinateur, on a trouvé 16 propres notes et commentaires semblables à un journal intime. Il y consignait des dates et tenait même un registre détaillé de ses actions. Aucune mention d'autres personnes l'ayant taïden a été trouvée. En même temps, les enquêteurs tentaient de reconstituer comment John attirait ses victimes. Il utilisait probablement différentes approches aux étrangers. Il aurait pu offrir un travail temporaire aux habitants locaux des services de réparation. La maison et le sous-sol étaient toujours fermés aux regards étrangers et personne ne soupçonnait ce qui se cachait réellement derrière la vie tranquille d'un réparateur ordinaire. Toutes ces données ont progressivement formé une image complète. Les enquêteurs se sont convaincus que John procédait méthodiquement et choisissait soigneusement ses victimes. Il ne se contentait pas de tuer, mais démembrait les personnes dans sa cave en utilisant des outils et des équipements spéciaux. Les restes s'étaient conservés dans des conteneurs étiquetés quai et roue,
comme s'il agissait de produits scarnés ordinaires. Les motifs de John restaient mystérieux. Il ne gagnait pas d'argent avec cela. Ses escomptes financiers ne montraient non pas de revenus importants. Il s'agissait peut-être d'un motif psychologique. Andrews lui-même répondait de manière évasive lors des interrogatoires, niait les meurtres et prétendait que tout était une grande erreur. Bientôt, la police découvrit plusieurs autres cas de personnes disparues qui pourraient être liées à Andrews. Ces personnes disparaissaient pendant des périodes qui coïncidaient avec les entrées dans son ordinateur. Tous ces matériaux étaient maintenant soigneux, aimant examinés et vérifiés en laboratoire. L'enquête passa à un nouveau niveau. Le procureur ouvrit une procédure distincte contre John Andrews pour le meurtre d'au moins 3 personnes. Officieusement, on commença à parler de crimes en série, en attendant d'autres résultats de laboratoire. La police ne doutait plus de la culpabilité de John, bien que de nombreuses questions restaient sans réponse. Cela concernait principalement l'ampleur des crimes et le nombre de victimes. Les enquêteurs s'étaient convaincus que Andrews avait agi longtemps et de manière réfléchie, évitant toute attention inutile. L'affaire se trouvait maintenant à un stade où les enquêteurs rassemblaient les dernières pièces du puzzle. Chaque fragment trouvé, chaque détail pourrait éclairer un autre terrible secret caché derrière les murs silencieux de la maison de John Andrews. Il restait à découvrir le plus important. Combien de personnes exactement avaient été affectées par ces actes et quels autres secrets étaient cachés dans son passé? Après que les enquêteurs seuls entrecueilli tous les détails et analysé oigneusement chaque preuve, l'enquête entra officiellement dans sa phase finale. Il devint définitivement clair combien les crimes de John Andrews étaient horribles et étendus. Les experts purent confirmer l'identité de 6 personnes dont les restes furent trouvés dans sa maison. Parmi les victimes se trouvaient des personnes disparues depuis longtemps, ainsi que la propre femme de John, Julia Andrews. Les analyses de laboratoire confirmèrent que les restes trouvés correspondaient entièrement à l'ADN d'Alan Craig, plusieurs travailleurs saisonniers et Julia. Les proches de Julia fournirent des matériaux qui prouvaient sans équivoque son identité et la terrible version de sa disparition fut enfin confirmée. Maintenant, personne n'en doutait. La femme avait été tuée environ 6 mois avant l'arrestation de John. Les enquêteurs reconstituèrent progressivement en le schéma du crime. Il s'avéra que John attirait les victimes dans sa maisonnette proposant de petits services de réparation ou un travail temporaire. Les gens ne soupçonnaient même pas qu'il s'entraîne dans un piège dont il ne reviendrait jamais. Après les actes, Andrews démembrait les corps et cachait soigneusement les restes dans des conteneurs de congélation étiquetés K-Roo. Ce n'était pas seulement une méthode pour effacer les traces, c'était une stratégie réfléchie et cruelle que la police analysait maintenant étape par étape. Au printemps de 2015, John Andrews fut officiellement accusé de 6 meurtres. Il nia obstinément sa culpabilité et tenta de convaincre les enquêteurs et le tribunal que tout s'était produit par hasard. Cependant, les résultats de l'enquête ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Les motifs de ces actes restaient mystérieux. Il n'avait reçu ni argent ni autre avantage matériel. Les psychologues l'expliquaient uniquement par des tendances pathologiques et une expertise psychiatrique le reconnut comme pleinement responsable. En été, le procès commença, attirant une grande attention de la presse et des résidents. Les familles des victimes, les journalistes et les simples curieux suivaient chaque session. Dans la salle d'audience, le procureur présenta des preuves exhaustives, analyse ADN, objets personnels des victimes et témoignages de voisins. Particulièrement choquantes furent les histoires sur la façon dont John servait de la viande aux voisins et connaissances, la présentant comme une délicatesse australienne. Ces détails détruisirent définitivement la position de la défense. Andrews lui-même parlait très à contre-cœur. Il admit que les corps se trouvaient effectivement dans sa maison, mais nia des meurtres prémédités. Son avocat tenta d'insister sur le fait que John avait agi sous pression psychologique. Cependant, les résultats des examens psychiatriques
contredisaient cela, les témoignages échelons lesquels, parmi les restes, se trouvaient des parties du corps de sa femme, privèrent la défense de toute chance de succès. Après plusieurs semaines de délibération, les jurés annoncèrent leur verdict. John Andrews fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le condamna à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Après le prononcé du jugement, le procureur annonça qu'il continuerait à vérifier les liens possibles d'Andrews avec d'autres personnes disparues, mais la liste actuelle des victimes garantissait déjà qu'il ne serait jamais remis en liberté. Après le procès, l'enquête fut officiellement close, bien que la police continuait à vérifier des théories supplémentaires et la disparition d'autres personnes dans le district. Certains experts soupçonnaient que le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé que ce qui pouvait être officiellement confirmé. Les forces de l'ordre commencèrent à accorder plus d'attention à de tels cas de disparition à l'avenir. Le cas de John Andrews montra à quel point une personne peut facilement commettre des crimes horribles tout en passant inaperçu aux yeux des voisins et des connaissances. Après le procès, les autorités municipales renforcèrent le contrôle des artisans offrant des services de réparation et intensifièrent la vérification des nouveaux arrivants. Ainsi se conclut l'une des affaires les plus sensationnelles et les plus bouleversantes de l'histoire de Kingsville. Les habitants de la ville obtinrent enfin des réponses à leurs questions, et la famille d'Alan Craig ainsi que celle d'autres victimes connurent au moins une certaine justice. John Andrews fut reconnu comme un tueur en série qui commit ses crimes de sang-froid pendant de nombreuses années et était désormais privé à jamais de la possibilité de nuire à autrui. Lorsque le procès contre John Andrews prit fin, l'histoire qui avait secoué Kingsville semblait être conclue. Cependant, peu après le verdict, la police reçut un appel inattendu. Un voisin de l'autre bout de Willow Street signala qu'il avait découvert dans son congélateur un paquet portant l'inscription « Carew » qu'il avait reçu d'Andrews de nombreux mois auparavant. Sur l'emballage figurait une date qui coïncidait avec la période de la disparition d'Alan Craig. Cet appel amena la police à reconsidérer l'ampleur de l'affaire. L'enquête confirma les pires craintes. Le paquet contenait effectivement des restes humains. Les experts ne purent déterminer avec certitude s'il s'agissait des restes de Craig lui-même ou s'il s'appartenait à une autre victime, mais la date sur l'emballage coïncidait exactement avec la période de sa disparition. Les enquêteurs réfléchirent. Il pourrait peut-être y avoir beaucoup plus de paquets comme celui-ci. La police demanda aux résidents de la ville de vérifier leurs congélateurs, entrepôts et garde-manger, en particulier ceux qui avaient précédemment reçu des cadeaux similaires de John. Cependant, la réponse fut faible. Certains s'admirant avoir jeté des paquets suspects depuis longtemps sans se douter de rien, tandis que d'autres nièrent complètement avoir jamais accepté de tels cadeaux d'Andrews. L'enquête ne put confirmer s'il y avait d'autres cas similaires, mais établit avec certitude qu'au moins un paquet contenant des restes humains se trouvait dans la maison d'une personne qui ignorait son véritable contenu. La question se posa de savoir si John avait des complices ou des personnes qui, sans le savoir, l'aidèrent à distribuer les friandises. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve directe que quelqu'un ait intentionnellement aidé Andrews à dissimuler les traces de ses crimes. Très probablement, les gens croyaient à sa légende du parent d'Australie et ne soupçonnaient pas ce qu'ils savaient réellement entre les mains. La police ne put jamais clarifier complètement si Andrews avait des complices sous, des témoins accidentels. Ayant déjà été condamné à perpétuité, la question de l'ampleur réelle de ces crimes resta donc non résolue. Combien de 16 paquets pourraient encore être stockés dans les maisons des voisins, dans des garages et des maisons de campagne? Les policiers n'effectuèrent pas de contrôle massif chez les résidents, puisqu'aucun autre signalement direct ne fut reçu, mais avertirent tout le monde que les gens devraient être attentifs et signaler les découvertes suspectes. Officiellement, l'affaire Andrews fut considérée comme close, mais les enquêteurs admirent que toutes les victimes n'avaient peut-être pas été identifiées. La police n'exclut pas que quelqu'un aurait pu aider accidentellement ou inconsciemment à la distribution de restes humains. Cependant, comme aucune nouvelle preuve apparut,
L'affaire ne connut pas d'évolution supplémentaire. Ainsi, cette terrible histoire est formellement terminée. John Andrews purge sa peine à perpétuité et aucune nouvelle accusation n'a été portée contre lui. Néanmoins, dans les dossiers de l'enquête resta enregistré 7 découvertes troublantes du voisin qui servit de dernier rappel que l'ampleur des crimes aurait pu être bien plus grande que ce qui put être prouvé au tribunal. La ville continue de vivre avec le sentiment d'inachèvement, espérant qu'il n'y aura plus de telles surprises.